On s'est déjà demandé comment un email fait pour traverser la planète en une fraction de seconde. Eh bien, c'est grâce à une sorte de GPS, mais pour les données. Dans le jargon des réseaux, ce GPS s'appelle OSPF. Et son travail, c'est de toujours trouver le chemin le plus rapide. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser le problème de fond. Comment naviguer sur Internet? On verra ensuite les deux grandes écoles de pensée, suivre les panneaux ou utiliser une carte complète. Puis, on plongera dans la méthode OSPF pour construire sa carte, on verra comment il gère les réseaux immenses, et on finira par une petite astuce de contournement assez géniale. Ok, alors, le problème de base, c'est quoi? C'est que l'Internet, ce n'est pas du tout une grande autoroute bien droite. Non. C'est plutôt un enchevêtrement, un vrai labyrinthe de milliers de réseaux qui appartiennent à plein d'entreprises différentes, et tout ça est connecté ensemble. La vraie question, c'est comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Alors chacun de ces gros réseaux, on appelle ça un système autonome, ou AS pour les intimes. Pour que ce soit plus simple, imaginez que chaque fournisseur d'accès à Internet, disons Orange, SFR, Free, c'est comme une immense ville. Et chaque ville a son propre plan de rue, ses propres sens uniques. Le défi est double. D'abord, comment voyager entre les villes, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment circuler le plus vite possible à l'intérieur d'une seule de ces villes. Donc pour aujourd'hui, on oublie les grandes autoroutes qui relient Paris à Marseille. On se concentre sur la circulation dans Paris. Comment aller de la Tour Eiffel à Notre-Dame le plus vite possible. C'est exactement ça le travail d'un protocole comme OSPF. Pour s'orienter dans un réseau comme celui-là, il y a en gros deux grandes manières de penser, deux philosophies. La première, c'est un peu comme suivre les panneaux de signalisation à chaque carrefour. La deuxième, c'est de sortir une carte complète et d'avoir une vue d'ensemble de tout le trajet. Et c'est vraiment là que tout se joue. D'un côté, on avance un peu à l'aveugle, on demande juste notre chemin au prochain carrefour et on fait confiance à ce qu'on nous dit. De l'autre côté, on a la carte complète de la ville entre les mains et c'est nous qui décidons du meilleur itinéraire du début à la fin. Regardons ça de plus près. À gauche, on a l'approche vecteur de distance. Là, on est en mode panneau de signalisation. Le seul critère, c'est le nombre de routeurs à traverser, le nombre de sauts. On se fie à ce que dit le voisin sans avoir la moindre idée de ce qui se passe plus loin. Maintenant, à droite, c'est l'état de lien, la philosophie d'OSPF. Là, on a la carte complète, on ne compte plus les sauts. Ce qui compte, c'est le coût du trajet, qui est basé sur la vitesse réelle, la bande passante. On calcule soi-même le chemin le plus rapide. Et c'est là qu'on voit pourquoi compter les sauts, c'est souvent une très mauvaise idée. Regardez bien ce tableau. Le chemin B en bas, il n'a que 2 sauts. Ça a l'air super, non? Le plus court. Sauf que, regardez la vitesse. Un des liens est un tout petit chemin de terre à 1,5 mégabits par seconde. C'est une catastrophe, ça va ramer. Maintenant, le chemin A. Oui, il a 3 sauts. C'est un peu plus long en nombre d'étapes, mais ce sont toutes des autoroutes à 100 mégabits par seconde. Le résultat est sans appel. Le chemin A est bien plus rapide. Voilà, OSPF, lui, il ne tombe pas dans le panneau. Il a la carte complète, il voit les vitesses réelles et il choisit sans hésiter le chemin A. Il ne se contente pas de compter les routeurs, il choisit le chemin avec la plus grosse bande passante. C'est ça son intelligence. Bon, c'est bien beau d'avoir une carte, mais comment est-ce que chaque routeur arrive à la construire? Comment ils font pour tous avoir la même vue complète et à jour du réseau? C'est ça qu'on va voir maintenant. Le processus est assez élégant en fait. Ça se passe en 4 étapes. D'abord, les routeurs se disent bonjour pour savoir qui est juste à côté d'eux. Ensuite, chaque routeur écrit un petit livre qui décrit ses propres connexions. Troisième étape, la plus importante, ils s'échangent tous leurs livres, jusqu'à ce que chaque routeur ait une bibliothèque complète avec les livres de tout le monde. Et enfin, avec cette bibliothèque, chaque routeur, de son côté, dessine la carte la plus efficace de tout le réseau. Et le résultat final? Il est assez spectaculaire. Chaque routeur du réseau a une vue d'ensemble absolument identique à celle de ses voisins. Une carte parfaite et synchronisée. Fini les devinettes, hein. Tout le monde a la même information, ce qui rend le réseau incroyablement rapide et résilient. S'il y a un problème quelque part, tout le monde le sait instantanément et recalcule un nouveau chemin. Ok, c'est super, mais il y a un mais. Qu'est-ce qui se passe quand le réseau devient vraiment grand? Imaginez un réseau qui couvre un pays entier. Si chaque routeur doit mémoriser et recalculer en permanence la carte de tout le pays, ça va demander une puissance de calcul énorme. Ça ne tient pas la route, si l'on peut dire. Et la solution, elle est classique mais efficace. On divise pour mieux régner. OSPF permet de découper le grand réseau en morceaux plus petits qu'on appelle des zones. L'idée, c'est que chaque routeur connaît par cœur sa propre zone, mais n'a qu'une vision résumée, simplifiée des autres zones. C'est beaucoup plus léger à gérer. Par contre, il y a une règle d'or, une règle non négociable. Toutes ces zones doivent être connectées à une zone centrale, un peu comme une colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle la zone 0. C'est le cœur du réseau, c'est par là que tout le trafic entre les différentes zones doit passer. Et pourquoi faire ça? Les avantages sont énormes. Les routeurs ont des cartes beaucoup plus petites à gérer, donc ils travaillent moins. Le réseau converge plus vite après un changement. Et surtout, ça isole les problèmes. S'il y a une instabilité dans une zone, ça ne se propage pas à tout le reste du réseau.
Maintenant, on arrive à un cas de figure un peu particulier, une petite astuce d'ingénieur. Que se passe-t-il si on ne peut pas physiquement connecter une zone à cette fameuse zone 0 ? Parfois, à cause de l'architecture du réseau, c'est tout simplement impossible. Et là, en théorie, c'est le drame. On a une zone qui est isolée, qui ne touche pas la colonne vertébrale. La règle d'or est brisée. Le réseau ne devrait pas fonctionner correctement. Alors on abandonne ? Pas du tout. La solution, c'est une petite merveille qui s'appelle le lien virtuel. En gros, on va créer un tunnel logique, un tunnel logiciel, qui va passer à travers la zone du milieu pour aller se brancher sur la zone 0. Du point de vue d'OSPF, c'est comme si la zone isolée était directement connectée. On a en quelque sorte triché avec la réalité physique pour respecter la logique du protocole. C'est vraiment très très malin. Donc pour résumer, il faut bien retenir que OSPF, c'est le GPS qui gère la navigation à l'intérieur d'un grand réseau. Il fournit la carte détaillée d'une seule ville, si on reprend notre analogie. Et ça, bien sûr, ça amène une dernière question évidente. Si OSPF s'occupe de la circulation à l'intérieur de chaque ville, qui s'occupe des grandes autoroutes entre les villes ? Quel protocole décide de la route entre le réseau d'un pays et celui d'un autre ? Eh bien ça, c'est une autre histoire.